Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des perspectives pour 2023. On va parler principalement du Bitcoin, des ETF, des altcoins, du halving. Donc pas mal de sujets en perspective. Alors avant de commencer cette vidéo, petit rituel, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas déjà inscrits, pour recevoir mes différentes lettres d'investissement qui sont envoyées en général à peu près une fois par mois en l'état actuel des choses, c'est gratuit, le lien est en description et c'est surtout aussi un moyen d'avoir un contenu supplémentaire par rapport aux vidéos que je fais. J'en poste pas très souvent, donc voilà, c'est vraiment un autre moyen pour moi de pouvoir communiquer et partager un petit peu ce que je fais avec vous. Allez, on attaque, on commence avec l'analyse du Bitcoin. Donc là, je vous mets le graphique du Bitcoin. On est en weekly, on prend du recul. Je pense que c'est toujours important de prendre un maximum de recul, surtout quand il y a énormément de bruit et de faux signaux sur des unités plus courtes. Déjà, on est sur maintenant un Bitcoin qui a eu une longue tendance baissière qui a duré pratiquement 360 jours, donc vraiment une année complète. Puis après, on a eu cette phase de rebond. Après l'événement FTX en novembre 2022, on a eu cette phase de rebond où le Bitcoin a doublé en termes de valeur. On est passé de 16 000 $ à 30 000 $. Et on évolue maintenant dans une dynamique haussière en weekly. On le voit, c'est formé par une tendance qui est en train de se former. On a des creux et des sommets qui sont systématiquement de plus en plus hauts. Et surtout, il y a un indicateur classique pour savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière. C'est le RSI, on est au-dessus des 50. C'est un indicateur qui fonctionne en général plutôt bien. Il suffit de regarder quand on a cassé les 50 à la baisse, on est passé en bear market pendant après un bon bout de temps. C'était notamment en novembre 2021. Où là, on avait vraiment bien cassé à la baisse le RSI 50 après avoir fait un fameux fake out, donc ce qu'on appelle également une déviation. C'est on a fait un nouveau plus haut, puis au final, on s'est fait rejeter immédiatement, ce qui correspondait également à un signal plutôt baissier. Donc, on évolue maintenant au-dessus du RSI 50 depuis le début de l'année avec un fort mouvement haussier quand on est venu rapidement casser au-dessus des 20 000 $. Et pour l'instant, donc on reste sur une dynamique qui est haussière, qui n'est pas extrêmement volatile, même si le prix a doublé en valeur. En réalité, c'est pas tant que ça. Il faut toujours remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Le Bitcoin a évolué entre les 30 000 et les 70 000 $ pendant un bon bout de temps, grosso modo de fin décembre 2020 à mai 2022. On a quand même évolué au-dessus des niveaux de prix sur lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc certes, on a eu un beau rebond, mais on est encore bien loin des derniers plus hauts que le Bitcoin a été capable de faire. Mais on évolue dans une hausse qui est plutôt saine, qui diffère énormément de ce qu'on a pu avoir en 2019, où là on le voit sur le graphique, au tout début du graphique, on le voit cette forte hausse où le prix du Bitcoin était passé de 3 200 à quasiment 14 000 $. Vous voyez qu'en termes de performance, on n'est absolument pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et pourtant, là, on a une phase de rebond qui est plus saine, plus propre. Ça monte, certes, par des mouvements qui sont violents, mais qui sont extrêmement courts. Et après, il y a énormément de stabilisation et de consolidation, donc ce qui est vraiment plutôt une bonne chose. Maintenant, on évolue entre deux niveaux qui sont plutôt évidents. On a le niveau des 30 000 $ qui fait office de résistance. On s'est bien fait rejeter dessus à plusieurs reprises. Ça correspond également à l'ouverture, donc au quarterly open, mais aussi à une moyenne mobile qui fait plutôt bien son rôle de résistance. Et en zone de support, la zone des 25 000 est également plutôt évidente. C'est le haut de notre précédente zone de range, c'est le bas des bandes de Bollinger, c'est également là où on retrouve plusieurs moyennes mobiles sur ces niveaux-là. Donc c'est clairement entre ces deux zones que tout est en train de se jouer, entre les 25 et les 30. Donc là, on a une belle phase de stabilisation à présent. Une stabilisation sous une résistance, c'est en général toujours plutôt bon signe, surtout lorsqu'on est dans une dynamique qui est haussière, comme j'ai pu le dire depuis le début de l'année. Donc les niveaux sont clairs. Voilà. Si on casse à la baisse les 25 avec une clôture weekly et qu'on recasse à la baisse le RSI 50, au final, on aura eu juste un simple rebond haussier au sein
d'une tendance baissière qui va perdurer. Et là, on peut clairement imaginer un Bitcoin qui va aller chercher plus bas. Ou alors une cassure à la hausse des 30 000 $. Et dans ce cas-là, on peut avoir de nouveau encore une poussée, venir chercher la zone des 36 000, puis ensuite même espérer la zone des 45 à 50 000 $. C'est largement probable. Donc tout ça, c'est plutôt clair par rapport au Bitcoin. Les choses ne sont pas aussi, on va dire, intéressantes par rapport aux altcoins qui ont encaissé vraiment un retard beaucoup plus important. Mais bon, là, on se concentre uniquement sur Bitcoin pour l'instant. Donc d'un point de vue technique, c'est plutôt propre par rapport au Bitcoin. C'est pour ça que moi, en tout cas à titre personnel, et ça c'est un truc que je partage notamment dans mes lettres d'investissement, c'est que j'ai une exposition minimale qui est actuellement de 50%. Ça veut dire que peu importe ce que je fais en termes de gestion du risque, c'est 50% minimum d'exposition parce que j'estime qu'on est dans une dynamique haussière et tant qu'on ne casse pas à la baisse la zone des 25 000, de mon point de vue, je pense qu'il faut avoir une exposition minimale qui reste assez élevée. Maintenant, je ne suis pas non plus un partisan il faut tout le temps être exposé à 100%, et surtout dans le contexte actuel où pour l'instant, voilà, on a eu une phase de rebond, certes, mais on n'a toujours pas cassé la zone clé des 30 000 $, et on peut toujours casser à la baisse la zone des 25 000 et repartir sur une tendance baissière. Ceux qui pensent qu'il faut investir tout le temps par conviction, je pense qu'ils font une erreur parce que ça sous-entend que beaucoup de personnes investissent en croyant que le Bitcoin va forcément monter, va forcément casser la zone des 30 000 $. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez tort? Vous serrez les fesses, vous allez encaisser un gros drawdown. Vous voyez que moi, en tout cas, je ne conçois pas l'investissement de la sorte. Pour moi, ce n'est pas juste on investit et puis après on croise les doigts. J'ai tort, c'est pas grave. J'ai raison, super. Non, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut concevoir l'investissement. Ensuite, on va regarder un petit peu maintenant le comportement des investisseurs et notamment où est-ce qu'ils en sont les investisseurs en termes de plus-value ou moins-value non réalisée. Et là, je vous mets l'indicateur NUPL de chez Glassnode et on se concentre uniquement sur les investisseurs de long terme, ceux qui conservent leur Bitcoin pour plusieurs mois. En l'occurrence là, c'est 6 mois au minimum pour être considéré comme un investisseur de long terme. Bon, on remarque déjà une chose, c'est que déjà, en termes de plus-value non réalisée, elles ne sont pas extrêmement élevées. Ok, certes, il y a un petit peu de plus-value non réalisée aujourd'hui, mais on est passé par une phase où concrètement on était sous les zéros. Donc ça veut clairement dire que là, on était dans une phase où il y avait énormément de moins-value non réalisée, donc des personnes qui étaient complètement sous l'eau et qui étaient en perte, ce qui est normal, parce que n'oublions pas qu'on a eu un Bitcoin qui a évolué en dessous des 20 000 $. Très peu de personnes ont pu en fait acheter du Bitcoin sous les 20 000. Ceux qui étaient là comme moi bien avant, certes, ils ont pu réussir à avoir des meilleurs niveaux de prix, mais tous ceux qui sont arrivés dans le mouvement haussier, après justement tout l'événement entre la crise du Covid, les confinements, l'injection massive de liquidités, etc., tout ce qui a drivé en fait cette phase de hausse, eux ils ont acheté plus cher. Donc ils se sont tous retrouvés, même ceux qui ont holdé, sous l'eau. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est bien joli de holder, mais quand vous holdez alors que votre niveau de prix n'est pas excellent, pour le coup, vous pouvez être sous l'eau pendant des années. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Là, on se rend compte qu'il y a un début, en tout cas, de plus-value non réalisée qui commence à réapparaître. On est très très loin pour l'instant d'être sur des niveaux d'excès. On le voit lors du rebond de 2019, lorsque le Bitcoin était passé de 3200 à un petit peu moins de 14 000 $, on était quand même repassé dans la zone verte, chose que là on n'est absolument pas encore revenu. Et ça c'est ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on se dit que ok, il y a encore de la marge à la hausse. Et ça c'est uniquement valable, pourquoi? Parce qu'on est monté doucement. On est monté doucement, sûrement, et tant qu'on reste dans une dynamique comme ça, c'est plutôt positif et on pourrait avoir un scénario un petit peu différent que par rapport à ce qu'on a pu avoir en 2019 où on avait certes eu une grosse phase de hausse, mais après une énorme phase encore de retracement où on était repassé même sous les 5 000 $ pendant une courte période lorsqu'il y a eu le crack du Covid. Donc, pour l'instant, la majorité des investisseurs sont toujours sous l'eau. Je ne parle même pas des investisseurs de court terme, mais il n'y a pas de signe d'excès. Donc ça, c'est plutôt favorable pour une continuation haussière. Et en plus de ça, on a eu notre fameuse phase de capitulation. Là, on le voit clairement, on est vraiment allé dans cette phase rouge. On est même venu chercher quasiment exactement le même niveau qu'on était venu chercher en 2018 quand on avait tapé les 3200 $. Bon, est-ce que ce genre de graphique, c'est des moyens extrêmement simples pour acheter et vendre des tops et des bas de marché? La réponse est non, je vous arrête tout de suite. Moi, je déteste ces personnes
qui font croire que tout est simple et qu'il suffit juste de regarder ce graphique pour dire « Oh mais c'est facile, il fallait acheter quand c'était rouge et il fallait vendre quand c'était vert ou bleu. » Bon, il faut arrêter les conneries. Ça, c'est que des bêtises honnêtement et ça m'énerve d'entendre toujours des personnes dire ça parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils font en réalité, qui nous montrent leur trade, qui nous montrent leur prise de position et leur prise de vente. Parce qu'en réalité, quand on zoome un petit peu, ben on sait pertinemment que les choses sont loin d'être aussi évidentes que ça. Parce que ok, on est allé dans la zone rouge, sauf que dans la zone rouge, on y est allé depuis le mois de juin 2022, quand le Bitcoin a tapé dans la zone des 20 000 $. Or, on est resté dans une tendance très très baissière pendant encore plus de 6 mois et on a tapé encore plus bas dans la zone des 15 000 $. Donc vous voyez que même si on avait acheté à 20 000, c'était loin d'être aussi facile que ça, que de tenir cette position, surtout après avec l'événement FTX et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc une fois de plus, c'est pour ça qu'au niveau du timing, c'est pas très intéressant ce type d'indicateur parce que honnêtement, il faut les coupler à d'autres types d'indicateurs et même de l'analyse technique également et de la gestion du risque. Et ensuite, la zone bleue, c'est exactement pareil, parce que là, on le voit, on est passé en zone bleue quand le Bitcoin a tapé dans la zone des 40 000 $. Bon, ok, très bien. On aurait pu vendre en janvier 2021 à 40 000 $, mais ensuite, il y a eu toute la phase d'euphorie, justement, qui a duré à peu près 3-4 mois après ça. On a un Bitcoin qui est repassé à 30, puis qui a refait encore un nouvel atterrage. Donc, vous voyez qu'au niveau du timing, c'est pas du tout parfait. Il peut se passer plusieurs mois avant que réellement le prix ne retombe et qu'on ait vraiment raison. Donc c'est pour ça qu'au niveau du timing, vous voyez que c'est loin d'être aussi évident que ça. Donc non, ce n'est pas juste, on ne prend pas juste cet indicateur-là pour dire ok c'est facile, il fallait acheter là et vendre là. Non, ceux qui disent ça, ce sont ceux qui ne font rien. Voilà, ceux qui n'investissent pas, qui sont que des commentateurs, mais qui ne mettent pas réellement d'argent en jeu. Voilà. Donc je tiens juste à repréciser ça parce que je suis toujours un petit peu agacé quand je vois des personnes prendre ce type de graphique et dire « Ah mais vous voyez c'est extrêmement simple, il faut acheter là et vendre là ». Oui, mon cul. Donc maintenant, il faut quand même prendre en charge une compte, c'est qu'on n'est pas en bull market. Ça, il faut également bien l'assimiler. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Hein. Dès qu'on dit qu'on n'est pas en bull market, beaucoup de personnes qui sont acheteurs, qui hold, ben, ils ont du mal avec ça parce qu'eux, ils ne gagnent de l'argent qu'en phase de bull market. Mais malheureusement pour vous, c'est la stricte réalité des choses. On n'est pas en bull market parce que d'une part, on n'est pas du tout dans une phase d'excès pour l'instant. On est loin d'avoir des personnes qui ont beaucoup de plus-value. Même j'ai envie de dire ceux qui ont des plus-values ne sont pas si nombreux que ça. Ça, il faut également en avoir conscience. Mais surtout, on n'est pas dans une phase de bull market parce qu'on n'a pas les comportements d'une phase de bull market. Donc c'est autant une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle pour ceux qui espèrent beaucoup de choses sur du court terme. Là, je vous mets, troisième point, le comportement sur les plateformes d'échange centralisées. Donc ce sont les dépôts de n'importe quel type de crypto-monnaies, que ce soit des stablecoins ou des crypto-monnaies, sur les plateformes d'échange. Alors, dans les points positifs, on n'a aucune hausse des dépôts. Là, on le voit, c'est même en train de baisser. Donc, ça veut dire qu'il y a un faible intérêt. Et ça, on le remarque, l'intérêt, il est vraiment au plus bas. Donc, ça veut dire qu'on est très très loin d'excès et de potentiel top de marché. Parce que là, on le voit, systématiquement, des tops de marché, c'est caractérisé par des hausses dans les dépôts, ce qui est complètement normal en termes de comportement. Et là, on le voit, on n'est absolument pas sur une hausse. On avait une hausse, bien évidemment, en début d'année 2018. On avait une hausse en 2019 quand le Bitcoin était venu chercher sur les 13-14 000 $ et qu'on était même repassé en mode limite mini bull market avec une grosse euphorie qui avait complètement explosé. On a eu de nouveau une hausse en 2021. Voilà, parce qu'on était encore sur un top de marché. On a de nouveau encore eu une petite hausse, vous voyez, quand on a refait un petit ATH, et c'est tout. Et depuis, on ne fait que baisser, 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 baisser et baisser. Donc, on n'est absolument pas dans cette configuration de bull market. Je rappelle qu'un bull market, c'est caractérisé par une hausse de la demande. C'est ça qui fait que les prix montent et commencent à accélérer en termes de hausse. Aujourd'hui, on n'est absolument pas dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que ceux qui parlent de bull market alors qu'on n'a pas le moindre signe d'un démarrage de bull market, ben moi ça me fait quand même bien rire. De nouveau, bull market ne veut pas dire que les prix ne bougent plus. Ça veut dire que dire qu'on n'est pas en bull market, ça ne veut pas dire que le prix ne montera pas. Ça veut juste dire qu'on n'aura pas de phase de hausse comme on a pu le connaître en 2020 ou en 2017. C'est uniquement ça. Donc ceux qui espèrent gagner énormément d'argent, c'est raté. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Ceux qui font de la gestion active, voire du trading, tant qu'il y a de la volatilité et des petits mouvements haussiers ou baissiers,
il y aura de quoi faire. Voilà. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Je sais qu'on est dans une tendance où on a de plus en plus de personnes qui vont retirer des fonds des plateformes d'échange, mais là, on n'est pas en train d'analyser les balances des plateformes d'échange qui, elles, sont effectivement en train de baisser. On est uniquement en train d'analyser les dépôts. Donc ça n'a aucune incidence par rapport à ce type de graphique qui devrait nous montrer, si on était en phase de bull market, une croissance ou au moins une stabilisation au niveau des dépôts. Là, c'est absolument pas ce qu'on a. Donc comme point négatif, autant c'est positif, autant c'est négatif, c'est qu'on n'a aucune hausse des dépôts, donc aucun intérêt des investisseurs et on n'est absolument pas dans une phase de bull market. Donc pour moi, c'est positif parce que ça veut dire qu'on est toujours dans une phase d'accumulation. Et par contre, ceux qui espèrent un bull market rapidement, manque de bol. Pour l'instant, en tout cas, on n'a absolument pas de signaux par rapport à ça. Et j'arrête tout de suite toutes les personnes qui vont me dire oui, mais une partie ou une grande partie des investisseurs utilisent aujourd'hui des plateformes d'échange décentralisées, donc c'est pour ça que là, on n'a pas forcément toutes les bonnes données. C'est faux, encore une fois. Là, je vous mets ce graphique qui nous montre le volume d'échange des plateformes d'échange décentralisées. On n'a aucune augmentation depuis le début de l'année. On est sur une moyenne de 2%. On a eu un petit pic en juin et un petit pic en mars. Mais grosso modo, si on fait la moyenne, là vous le voyez, on évolue entre 2 et 2,5% du volume global qui correspond aux plateformes d'échange décentralisées. Donc je suis désolé, mais non, les plateformes d'échange décentralisées ne sont pas utilisées et restent toujours extrêmement marginales dans les volumes d'échange. Donc ce graphique-là, de mon point de vue, après c'est que mon analyse bien évidemment, il est totalement pertinent et je sais que beaucoup de personnes espèrent un jour, presque tout le monde utilise des produits décentralisés. Moi, je ne suis pas forcément très convaincu par ça. Et une fois de plus, vous avez juste la preuve qu'en termes de volume d'échange, pour l'instant, tout est concentré sur les plateformes d'échange centralisées. Ensuite, parlons un petit peu des altcoins. Alors, les altcoins, là, je vous mets ce graphique où on a les alts versus Bitcoin. Il nous dit plusieurs choses. Déjà, il nous dit que les altcoins sous-performent le Bitcoin depuis mai 2021. C'est important quand même de bien comprendre ça parce que mai 2021, ça commence à faire beaucoup. Donc, toute personne qui a investi dans les alts depuis mai 2021, en gros, il sous-performe Bitcoin. Je rappelle, c'est une moyenne, bien évidemment, vu que ça, c'est un indice. Il y a bien évidemment des exceptions. Il y a certaines alts qui ont fait mieux, d'autres qui ont même encore moins bien fait, qui ont encore plus sous-performé, certes, mais d'un point de vue global, en tout cas les altcoins sous-performent Bitcoin depuis 2021. Ce qui est normal, parce que dans une phase plutôt baissière, les altcoins subissent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, derrière la plupart des tokens qui ont été émis et sur lesquels beaucoup ont spéculé, il n'y a rien. Peanuts. Il n'y a aucun use case, il n'y a aucune personne qui va se servir de ces projets. Les tokens ont été créés pour lever des fonds, pour développer une idée, un projet. Mais dans la réalité, en fait, des cas, très souvent, il n'y a rien derrière, quoi. Donc le token retombe aussi vite qu'il est monté. Et c'est pour ça qu'on a des baisses de 90, 95, 99% pour énormément de projets. Et ça, c'est classique. Ça, c'est vraiment un classique qu'on a à chaque fois. Mais également, il y a un événement qui a accentué cette baisse au niveau des altcoins, et notamment, en plus, on le voit avec une cassure d'une zone de support. Alors, pour l'instant, on est venu retest la zone, donc on va voir si on la réintègre ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, on a cassé une grosse zone de support. C'est la Fed. La Fed qui continue d'alimenter un flou juridique et qui fait que il y a beaucoup de fonds qui se retrouvent dans l'incertitude par rapport aux tokens qu'ils possèdent. Et donc, il y a eu beaucoup qui ont vendu énormément de leurs réserves d'altcoins en anticipation de qu'est-ce que pourrait faire la Fed. Parce que si jamais ils se retrouvent avec des titres considérés comme des securities, et là, ça pourrait être assez problématique pour beaucoup de fonds. Donc, certains, à mon avis, ont dû commencer en essayant de gérer leur risque, d'alléger, voire carrément de se séparer de certaines alts. Et c'est pour ça qu'on a eu des gros mouvements baissiers sur les alts qui prouvent qu'il y a eu des gros qui ont dû sortir en très très grande quantité. Et tant qu'il y aura ce flou juridique, malheureusement, ça fera une pression vendeuse sur les altcoins qui va persister. Alors, il y a eu une lueur d'espoir avec le résultat de l'affaire Ripple versus la SEC. Mais pour moi, le flou reste encore présent parce que d'un côté,
On nous a dit, ok, si ça n'a pas été vendu directement par l'entreprise en question, mais que ça a été vendu sur le marché secondaire, bon, ben, c'est pas un securities. Bon, par contre, si ça a été vendu lors d'une levée de fonds privée, par exemple, directement à des fonds ou à des investisseurs privés, ben là, par contre, c'est une securities. En tout cas, ça peut être considéré comme un securities. Bon, pour moi, c'est encore pas très clair, hein, toutes ces histoires, surtout qu'en toute transparence, la plupart des projets ont tous fait des pré-seed, des seed ou des levées de fonds sous forme de série A, B ou C directement auprès de fonds ou d'investisseurs professionnels et ça a été vendu directement par l'entreprise. Donc là, on n'est pas du tout passé par le marché secondaire. Et ça correspond à quasiment la totalité des projets et des tokens qui ont été émis. Donc, vous voyez que le flou, il reste toujours plutôt présent. Il y a eu certes une phase de hausse intéressante pour spéculer sur le XRP quand il y a eu cette annonce, mais pour moi, c'est quand même pas vraiment une très très grande victoire. C'est un début de victoire, mais aussi un début de défaite. Donc, j'attends. Franchement, moi, je trouve que pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quand, par contre, ce flou juridique ne sera plus présent et qu'il y aura vraiment une clarté avec un cadre légal clair, comme ce qu'on peut avoir en Europe par exemple. L'Europe, pour une fois, a pris les devants et c'est extrêmement clair pour classer les tokens en titres financiers, en securities ou pas. Et pour le coup, ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, en espérant que dès que ce sera le cas, je suis certain qu'il y aura un repositionnement au niveau des altcoins qui sera assez important. Et là, on aura, à mon avis, eu un gros rebond au niveau de la dominance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a cette pression de la SEC qui perdure. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça fait le ménage. Parce que pour moi, quand tu auras le repositionnement, il sera principalement sur les bons projets. Et les mauvais projets devraient être laissés de côté. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a cette pression qui reste. De mon point de vue, ça ne reste que mon point de vue, je tends à croire qu'il y aura une clarification et qu'il y aura un rebond intéressant à jouer au niveau des altcoins. Maintenant, on verra ce que le marché va faire et surtout ce que la SEC décide de faire parce que pour l'instant, rien n'est encore joué. Je voulais également parler un petit peu du halving parce que je ne sais pas si vous savez, il y a le halving du Litecoin qui va avoir lieu dans quelques jours. Voilà. Ça a provoqué il y a quelques mois de cela un petit peu d'anticipation. Bon, au final, le halving va avoir lieu. Je vous le dis d'avance, ce sera un non-événement. Et même la chose la plus probable, c'est que le prix du Litecoin baisse. Vu que maintenant, le halving sera passé, que certains ont dû se positionner à l'avance pour essayer de profiter du halving, mais qu'au final, comme toujours, ça va être un non-événement et il ne va rien se passer. Pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Le halving, c'est un non-événement pour une raison simple, c'est que c'est un événement qui est prévu à l'avance, des années à l'avance. On sait exactement quand le halving aura lieu, à quelques heures, voire jours précis. Donc, ça ne peut pas provoquer un quelconque mouvement. Ce qui peut provoquer des mouvements, ce sont des choses qui ne sont pas attendues, qui n'ont pas été anticipées par le marché. Comme si demain, on a une annonce que la SEC approuve l'ETF de BlackRock. Ça, personne s'y attend. Donc ça, on est certain qu'il y aura un mouvement qui va en découler. Mais tout ce qui est prévu à l'avance, c'est certain, il ne va rien se passer, ce sera un non-événement. Donc en général, comme toujours, l'être humain veut toujours être en avance par rapport aux autres. En tout cas, il pense qu'il sera en avance par rapport aux autres. Donc, il y a une anticipation. Mais en général, le jour même, il ne se passe rien. Donc le halving en tant que tel n'aura aucune incidence. On va juste réduire encore un petit peu plus l'offre de Bitcoin. Mais grosso modo, elle est déjà relativement faible. Donc ça n'aura pas une très très grande incidence en termes de prix. Je rappelle une chose, ce n'est pas l'offre qui fait qu'un actif va prendre en valeur ou pas. On peut réduire l'offre. S'il n'y a pas de demande en face, le prix ne bougera pas. Voire même, il peut toujours continuer à baisser si la demande baisse également. Donc ce qui fait que le prix bouge, c'est la demande. Et ce n'est pas le fait d'avoir un halving qui fait que la demande augmente. Ça, c'est quand même important de le comprendre. Et pour ça, il suffit juste de regarder qu'est-ce qui a provoqué la hausse en 2020-2021. Certains vous diront que c'est le halving. Pour moi, je pense que c'est complètement faux et ils ont tort. Ce qui a provoqué la hausse, c'est l'augmentation de la demande grâce à plusieurs facteurs. On a la crise du Covid. Non pas, bien évidemment, on n'est pas là pour dire que les morts qu'il y a eu, c'est à cause de ça. Non, absolument pas. Je parle des conséquences. Je parle de qu'est-ce qui s'est passé en termes de politique monétaire, en termes de confinement, qui ont fait qu'il y a eu de l'argent qui a été déversé à gogo dans les marchés financiers. Et donc après, il y a eu un ruissellement classique dans les actifs à risque, comme à chaque fois qu'il y a un excès
de liquidité. Il y a eu une appétence des institutionnels par exemple comme MicroStrategy ou Tesla qui ont annoncé des achats pour mettre dans leur trésorerie du Bitcoin, ce qui était plutôt une première pour des entreprises aussi importantes, ce qui a donné une certaine légitimité supplémentaire au Bitcoin. Et on a aussi eu surtout des particuliers confinés qui se sont retrouvés avec des chèques et des salaires qui continuent encore à tomber alors qu'ils n'avaient plus rien à faire et qu'ils ne dépensaient plus. Et donc, beaucoup se sont mis à spéculer. On spécule, on a vu toutes les phases de spéculation sur des actions comme GameStop, comme Hertz, par exemple. Ça, c'est que des personnes qui jouent au casino, voilà, qui s'amusent avec leur argent. Ils ont un excès d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont confinés, donc ils sont devant leur ordinateur. Et donc, on joue au casino, on fait des paris, on spécule. Bon, les paris, il n'y en avait pas trop parce que pour le coup, tous les événements sportifs étaient plus ou moins impactés. Donc, on spécule, on achète des actions et des crypto-monnaies, bien entendu. Et c'est tout ça, c'est tout ce cocktail qui a fait que la demande, elle a explosé. Avec une offre qui, elle, reste extrêmement limitée, effet immédiat, boum, le prix explose à la hausse. Donc, le halving fait que l'offre réduit de plus en plus, certes, mais s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de hausse de prix. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et donc justement, d'où peut venir cette demande ? Eh ben, ce sera justement le dernier sujet que je vais aborder, c'est notamment les ETF Bitcoin. Donc les ETF Bitcoin et notamment l'ETF de BlackRock. Alors pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de BlackRock alors qu'il y a déjà des ETF dans d'autres pays qui ont été émis ? C'est parce que tout simplement, les ETF qui existent déjà aujourd'hui sont des ETF d'émetteurs de second voire de troisième rang. Ça veut dire des ETF extrêmement petits, avec très très peu de capital sous gestion, qui n'ont pas une réelle légitimité, on va dire, auprès des investisseurs, mais surtout qui ne sont pas américains. Et n'oublions pas une chose, c'est que la plupart du pognon vient des États-Unis. Ça, il faut absolument en avoir conscience. Ça ne vient pas d'Europe, ça ne vient pas de Suisse, ça ne vient pas de je ne sais où, non. Ce sont les Américains qui ont le plus gros de l'argent à investir parce qu'eux, ils ont une culture de l'investissement, chose qu'on n'a absolument pas, par exemple, en Europe. Ce n'est pas la seule raison, hein. Il y a plein d'autres raisons par rapport à ça, mais ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais en tout cas, BlackRock, voilà, c'est le plus gros gestionnaire de fonds du monde. Il y a également Fidelity qui est juste derrière, qui a également déposé sa demande pour faire un ETF. Il y a d'autres gros émetteurs d'ETF comme Invesco, WisdomTree ou VanEck, mais qui sont pas aussi importants, il faut le dire quand même, par rapport à BlackRock. BlackRock, c'est un peu comme quand Tesla achetait du Bitcoin. C'est-à-dire que voilà, c'est si beaucoup de personnes doutaient un petit peu du Bitcoin, savoir que BlackRock lance son produit, ça va les rassurer. Et ils vont vouloir justement investir beaucoup plus en passant directement par les ETF de BlackRock, notamment les iShares. Ce sont les ETF qui ont été créés par BlackRock qui s'appellent tous iShares. Ça va vraiment donner une légitimité supplémentaire. Et beaucoup qui ne veulent pas investir en passant par du VanEck par exemple, qui reste des petits ETF en règle générale, bon, même si certains peuvent être un petit peu gros, mais par rapport à BlackRock, c'est quand même ridicule très souvent, ça va vraiment donner une légitimité. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous pensez que n'importe qui peut acheter du Bitcoin et que c'est un peu bête de passer par des produits comme des ETF, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent passer que par des produits classiques. Ils veulent aller voir leur banque et leur dire « Voilà, je te file ce code ISIN, là-dessus je veux mettre 10 millions » et ils ne veulent pas avoir d'une part à le faire eux-mêmes et ils veulent toujours passer par des intermédiaires de confiance auxquels eux ils ont confiance. Et en l'occurrence, BlackRock en fait partie et c'est justement, même je pense, l'un des principaux émetteurs de produits auxquels tout le monde a confiance parce que tout le monde a confiance en BlackRock. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est aussi important que ça. Et en plus, ils vont tous travailler avec Coinbase pour la conservation, en passant par Coinbase Custody et l'échange, parce qu'ils vont bien sûr être amenés à devoir acheter et vendre des bitcoins, vu qu'on parle d'ETF spot, non pas basés sur des contrats comme ça. Pour le coup, ça existe déjà. Donc, il y aura des achats directs pour garantir le collatéral et le prix du produit. Alors, je sais, peut-être que certains vont me dire « Oui, mais ce n'est pas un ETF, etc. » Oui, d'accord, très bien. C'est exactement pareil comme un ETF. C'est un trust qui a les caractéristiques d'un ETF. Tout comme il existe déjà des ETF sur les crypto-monnaies également en Suisse, mais que certains peuvent appeler ETC par exemple parce que c'est considéré comme une commodities. Ok, peu importe, c'est un ETF.
Ça sert à rien en fait de jouer sur les mots comme ça. C'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un ETF au sens strict du terme. Voilà, donc c'est pour ça que je parle d'ETF et parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes comprennent ce que c'est qu'un ETF. Si on parle de trust ou d'ETC ou de je ne sais quel autre produit ou de certificat, les gens vont beaucoup moins comprendre. Voilà, donc c'est uniquement pour ça. Mais la finalité du produit n'a pas franchement beaucoup d'importance. Donc, ça va être clairement un appel de nouvelles liquidités qui va pouvoir être investi beaucoup plus facilement dans ce marché. Même s'il y avait déjà des produits, ces produits-là vont être encore plus simples d'accès. Et donc, ça va être vraiment un appel d'air en termes de liquidité. Maintenant, ça peut permettre d'avoir une augmentation de la demande. Est-ce que ce sera garanti? Pas certain non plus. Voilà, donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Ça peut être une des conséquences d'un début de narratif sur le Bitcoin. Attention à ce qu'on n'ait pas juste quand il y aura fort probablement la création de l'ETF, un peu d'engouement et une petite hausse du Bitcoin. Mais je ne suis pas certain qu'au niveau timing, les choses soient vraiment si joyeuses que ça pour vraiment espérer un bull market. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un vrai bull market, il faut qu'il y ait un vrai intérêt, un intérêt qui soit croissant dans les actifs à risque. Je rappelle que le Bitcoin est un actif à risque et notamment, je parle encore plus pour le reste du marché. Je ne suis pas certain que 2023 soit une année extrêmement propice à ça. On a certes une hausse au niveau des indices, mais une hausse qui est concentrée sur uniquement quelques actions. En réalité, si on regarde secteur par secteur, en fait, il y a beaucoup de secteurs qui bougent quasiment pas, voire même qui continuent encore à baisser. Donc, tout n'est pas rose au niveau de l'économie, loin de là. Les taux et le resserrement monétaire se ressentent clairement en termes au niveau de la liquidité. Donc, tout ça fait que, de mon point de vue, je trouve que 2023 n'est pas forcément une année extrêmement propice pour avoir une vraie phase de bull market. Peut-être 2024-2025 le sera beaucoup plus. Maintenant, on verra bien évidemment de quoi l'avenir est fait. On va juste conclure. Je sais que BlackRock, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est un petit peu le vilain, méchant, gros financier classique. Et donc, beaucoup voient tout de suite des théories un petit peu farfelues par rapport à BlackRock et au Bitcoin. Donc, les deux théories que j'ai vues, c'est la première, ça va permettre de la manipulation de prix au niveau du Bitcoin. Ça m'a quand même fait doucement rire. Et ensuite, certains vont même jusqu'à carrément la destruction du Bitcoin. Bon, moi, je vais couper court à ça très rapidement. La manipulation du prix du Bitcoin, il n'y a pas besoin d'avoir un ETF pour ça. Le prix est déjà extrêmement manipulé. Je parle du Bitcoin, mais je ne parle même pas des altcoins où honnêtement, c'est un Far West toujours total. Il y a toujours très peu de régulation et je peux vous assurer qu'il y a une manipulation à gogo dans les carnets, etc. Bien évidemment que ça manipule comme des porcs, mais je rappelle juste une chose, c'est que la manipulation ne sert que sur du court terme. Parce que sur un mouvement de fond, on a beau manipuler les cours, ça ne va pas empêcher un mouvement de se mettre en place, qu'il soit haussier ou baissier. La manipulation, c'est surtout un problème pour du court terme. Pour ceux qui vont peut-être faire du trading de court terme, qui vont être soumis à beaucoup de manipulations avec des mèches systématiques, des carnets qui vont être vidés puis remplis, etc. Bref, de la manipulation sur tout ce que vous voulez. Ça impacte le court terme. En général, ça n'impacte pas le long terme. De la manipulation, même dans les marchés régulés, il y en a absolument partout. Dans le Forex, il y en a beaucoup. Sur les métaux précieux, il y en a énormément. Sur les taux, et notamment le Libor, il y a également beaucoup de manipulation. Enfin bref, il y en a absolument partout de la manipulation. La manipulation sert notamment à pouvoir faire de l'argent sur du court terme. Mais de nouveau, ça n'empêchera pas un mouvement de fond de se mettre en place. Donc si un mouvement haussier de fond et une vraie demande commence à émerger, manipulation ou pas, les prix vont quand même monter. Voilà. Et inversement, bien évidemment, si la demande s'effondre, les prix vont bien évidemment s'effondrer. Donc manipulation ou pas, c'est vraiment un argument à chaque fois qu'il revient sur la table. C'est fatigant que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. BlackRock n'a pas besoin de créer un ETF Bitcoin Spot pour manipuler le prix du Bitcoin. Ils le font sûrement déjà avec des entreprises ou des boîtes et des fonds qui sont basés dans les paradis fiscaux avec lesquels ils peuvent spéculer dans des marchés qui ne sont pas régulés. À mon avis, ils le font déjà. Donc croire qu'il faut ils vont s'embêter à faire un ETF Bitcoin juste pour le manipuler, c'est complètement débile. Je suis désolé, mais c'est vraiment complètement débile. Ensuite, ceux qui nous parlent de la destruction du Bitcoin. Alors en fait, ils ont sorti ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé que dans le contrat
pour la création du trust Bitcoin. En gros, ils ont dit que voilà, ce sont eux qui allaient décider de la chaîne qu'ils allaient choisir si jamais il y avait un hard fork. Et donc, je ne comprends pas le problème. Déjà, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait un hard fork. Je rappelle qu'un hard fork, c'est une mise à jour sans rétrocompatibilité. Donc ça veut dire que les mineurs doivent absolument appliquer la mise à jour. S'ils ne le font pas, il y aura une autre chaîne qui va être créée. Donc premier point, il faut une mise à jour sans rétrocompatibilité. Chose qui, sauf erreur de ma part, n'est pas prévue pour un bon bout de temps. Deuxième point, on n'est pas sur un protocole de type Proof of Stake, on est sur un protocole de type Proof of Work. Donc ça veut dire que ceux qui détiennent les bitcoins n'ont aucune incidence, n'ont aucun pouvoir de gouvernance de quoi que ce soit sur le réseau Bitcoin. Il n'y a que les mineurs qui peuvent décider s'ils veulent mettre à jour ou pas la blockchain et donc de suivre la chaîne principale ou pas, ou de vouloir créer une autre chaîne. C'est exactement ce qu'on a pu avoir en 2017 de mémoire, quand il y a eu le hard fork du Bitcoin, avec notamment le Bitcoin Cash et Roger Ver, qui avait une partie des mineurs avec lui, et il a donc créé une deuxième chaîne, mais la majorité des mineurs sont quand même restés sur la chaîne principale. Ce sont les mineurs. Donc ça veut dire que si vous voulez que demain BlackRock détruise le Bitcoin, il faudrait qu'ils détiennent plus de 51% de la puissance de minage et qu'ensuite ils décident éventuellement de créer une deuxième chaîne si éventuellement, ça en fait beaucoup, il y a une mise à jour sans rétrocompatibilité. Ça fait quand même beaucoup de si, et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'ils vont autant se faire chier. Je rappelle que BlackRock, ils ont une influence énorme auprès du gouvernement. Si BlackRock voulait détruire le Bitcoin, il y a une chose qui serait beaucoup plus simple, ce serait juste de l'interdire. Et à mon avis, ce serait beaucoup plus simple d'interdire le Bitcoin que de s'embêter à faire tout ça pour a priori le détruire. Vous voyez que ça n'a absolument aucun sens tout ça. Donc il faut être rationnel, il faut arrêter d'être toujours dans les trucs complotistes à 2 balles. BlackRock, ils ont la main mise sur les démocrates. Ça c'est un secret pour personne. Donc s'ils voudraient faire passer une loi pour interdire le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, ils auraient pu le faire. Voilà. Pourquoi ils vont aller s'emmerder maintenant à faire un ETF spot Bitcoin si au final leur but c'est de le détruire? Vous voyez que ça n'a aucun sens, absolument ça n'a aucun sens tout ça. Donc c'est un contrat, on prévoit les choses. Donc c'est normal de prévoir ça à l'avance. Enfin, franchement, des fois, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours aller chercher la petite bête alors qu'il n'y a absolument rien du tout, quoi. Donc je veux bien que BlackRock ne soit pas forcément tout beau tout rose, d'accord, mais de là à dire des trucs dans ce style, franchement, moi, ça me fait juste rire. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire ces personnes-là, qui vont aller dire des bêtises pareilles. Bref. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport aux ETF. Donc oui, ça peut être un moyen d'augmenter considérablement la demande d'une partie des fonds et des pros et même des investisseurs qui ne veulent passer que par des produits BlackRock par exemple pour investir parce qu'ils ont confiance en BlackRock et ils sont prêts à payer pour passer par BlackRock pour s'exposer au Bitcoin parce qu'au milieu, il y a un intermédiaire de confiance auquel justement ils ont une confiance pour y mettre leur argent. Donc c'est pour ça que ça a du sens un ETF Bitcoin et d'autant plus un ETF Bitcoin Spot qui va devoir acheter des Bitcoins pour garantir le prix des parts du trust qui vont être émises. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ce que je viens de dire, ça reste toujours que mon avis dans l'espace de commentaires. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le like pour le soutien et je vous dis à très vite. Bye bye.